Merci François. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Le chronomètre va s'enclencher pour un débat de 30 minutes. C'est à vous qu'il revient d'interpeller Manuel Valls et vous souhaitez le faire, je crois, d'abord sur les questions d'immigration. Oui, monsieur Valls, je vais vous faire plaisir. Bonsoir, nous sommes vus dans les couloirs et salués. Je vais vous faire plaisir parce que, comme d'habitude, je vais avoir une voix différente ce soir de tout ce que j'ai pu entendre, puisque je ne vais pas vous dire que vous êtes un homme de droite. Vous avez exactement la même politique d'immigration que votre prédécesseur. La réalité, c'est que c'est lui qui avait, en matière d'immigration, une politique de gauche. Cette politique vous a d'ailleurs tellement plu que vous avez considéré qu'il fallait conserver exactement les mêmes chiffres, faire exactement ce qui avait été fait sous Nicolas Sarkozy. Donc 200 000 titres de séjour accordés par an, le même nombre de régularisations, 30 000, le même nombre de naturalisations, 150 000. Donc moi, la première question que j'ai envie de vous poser, parce que vous êtes tout de même socialiste, même si, après ce que j'ai entendu sur le plan économique, on finit par se poser la question tout de même. Quand on a 5 millions de chômeurs dans un pays, quand on a 9 millions de pauvres, 23% des jeunes qui sont sous le seuil de pauvreté, 1,5 million de Français qui attendent un logement social, comment peut-on envisager de continuer à accueillir une immigration aussi importante? Quel boulot vous allez leur donner? Où allez-vous les loger, ces gens qui arrivent, nombreux? Comment allez-vous les soigner au moment où le système de santé s'effondre, où les urgences n'arrivent même pas à faire face tellement elles sont surchargées? Voilà, je crois, des questions qui interpellent les Français et auxquelles, peut-être ce soir, vous allez pouvoir apporter un début de justification. Manuel Valls. Parce que vous pensez que c'est en traitant ainsi les problèmes qu'on règle les problèmes de fond du pays? C'est un problème pragmatique. Vous dites que vous êtes pragmatique. Je vous pose donc un problème pragmatique. Je vous dis, vous faites entrer des dizaines de milliers de gens et même des centaines de milliers. Comment vous les logez? Quels emplois allez-vous leur donner? Comment est-ce qu'on assume leurs besoins s'ils n'ont pas d'emploi? Comment est-ce qu'on les soigne? Comment est-ce qu'on éduque les enfants? Etc., etc. C'est très pragmatique, ça. Bien sûr. L'immigration pérenne dans notre pays est de l'ordre de 130 000 personnes, à peu près tous les ans. Il y a ensuite le regroupement familial, il y a les étudiants, et puis il y a l'immigration du travail qui a plutôt tendance à baisser au cours de ces dernières années du fait de la crise. Notre pays est en capacité, comme d'autres pays d'ailleurs, d'accueillir des étrangers, à condition encore une fois que cette immigration soit organisée, maîtrisée, comprise, organisée sur notre territoire. Parce que très souvent, une immigration pauvre va dans des quartiers et pose toute une série de problèmes de vivre ensemble que nous avons évoqués tout à l'heure. Donc il faut une maîtrise de cette immigration. Mais je ne crois pas, par ailleurs, et vous non plus, si vous êtes honnête devant les téléspectateurs, qu'on puisse fermer les frontières. Et donc, tout simplement, il faut maîtriser cette immigration, Madame Le Pen. Quelle est la maîtrise, Monsieur Valls, quand vous nous indiquez vous-même que vous allez faire la même chose que votre prédécesseur? C'était 200 000 en titres de séjour qui sont accordés. Encore une fois, le taux de chômage ne cesse de monter dans notre pays. Et il ne cesse de monter d'ailleurs également chez les étrangers. Donc quel est le bon sens? Mais s'il augmente, ce n'est pas à cause des étrangers qui arrivent. Ce n'est pas à cause de cette immigration. C'est-à-dire qu'il y a une création spontanée d'emplois pour les étrangers qui arrivent. Mais ce sont les résultats, regardez les choses simplement, de la crise économique, de la fermeture d'un certain nombre d'entreprises, de la concurrence internationale, de la crise que connaît l'Europe, que la crise que connaît le monde. C'est cela qui fait en sorte... Vous n'avez pas répondu à ma question, M. Valls. Mais je vous ai très bien répondu. Les 200 000 personnes à qui vous avez accordé un titre de séjour, les 150 000 qui vont être naturalisés, quels emplois vont-ils occuper puisqu'il y a déjà 5 millions de chômeurs? C'est une question qui est pourtant simple. Mais prenons le cas de ceux qui vont être demain naturalisés. La plupart d'entre eux, en moyenne, vivent dans notre pays depuis 16 ans. La plupart d'entre eux travaillent, étudient, ont fondé une famille, vivent de la manière la plus paisible dans notre pays. Et vous voudriez faire croire, mais c'est une veille antienne du Front National,
que le chômage, c'est à cause de l'immigration. Or, vous le savez aussi, les immigrés sont eux-mêmes victimes du chômage et de la pauvreté ou de l'échec scolaire. Ils sont Alors davantage pourquoi continuer exposés. à en accueillir, Monsieur Valls, Mais pour les parce que mettre dans dans des votre ghettos? questionnement, vous essayez de faire croire que ce sont ces étrangers ou ces immigrés qui, je mets des guillemets, prendraient la place de Français qui aujourd'hui seraient au chômage. Et vous le savez, en plus, une grande partie de cette immigration est sur des emplois ou des secteurs dans le commerce, dans la restauration, dans le bâtiment, dans les services qui aujourd'hui ne sont plus accès de nos compatriotes. Donc vous voyez bien qu'on ne résout pas les problèmes. Non, c'est vous qui avez une vieille théorie. La vieille théorie consiste à dire que le peuple français est un peuple de paresseux, qui ne veut pas travailler dans les emplois difficiles, et donc il faut aller chercher des étrangers pour remplir ces emplois. J'ai déjà entendu ça 1000 fois. Madame Le Pen, nos compatriotes travaillent de la manière la plus difficile dans de nombreux secteurs. Alors? Mais il ne faut pas opposer, et je n'opposerai jamais, comme vous le faites, les Français aux étrangers qui sont en situation régulière dans notre pays, qui apportent aussi leur richesse, qui apportent leur part à la construction de notre pays. Et ça n'est pas nouveau, et vous le savez bien depuis des années. Donc n'opposons pas d'un côté les Français qui sont en difficulté et ces étrangers qui viennent travailler depuis des années dans notre pays. Donc, vous n'avez pas répondu à ma question et vous n'y répondrez pas. Non, parce que votre question, Madame Le Pen, elle pose un problème majeur. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'elle vise à faire croire. Vous comprenez ? Mais évidemment. Parce que vous avez une idéologie qui fait que, et je ne vous parle pas d'immigrés de Français, qui fait que vous voulez mettre en place et continuer à mettre en œuvre une immigration massive. Et même s'il y a la crise, même s'il y a un taux de chômage monstrueux, même si les gens n'arrivent plus à se loger, par idéologie, il faut continuer à faire entrer tant d'étrangers dans notre pays. Mais vous comprenez que vous ne leur rendez pas service à ces étrangers. Vous comprenez que nous n'avons plus rien à leur offrir et que vous allez créer des frustrations terribles et que vous allez les mettre dans, encore une fois, les ghettos des banlieues. Vous croyez très honnêtement que qui est gagnant dans cette opération? Eh bien moi je vous dis, ni les Français, ni encore moins les catégories populaires et nos jeunes qui ne sont pas qualifiés, qui vont se retrouver automatiquement en concurrence directe avec une immigration qui elle-même n'est pas qualifiée, ni même les étrangers qui ont cru dans vos discours et qui ne trouveront rien sur notre territoire. L'idéologie, c'est vous qui essayez de faire croire qu'on résout les problèmes de ce pays, de son économie, de son industrie, de son chômage, de sa jeunesse, pas seulement, en pointant en permanence les étrangers et les immigrés comme les responsables de la situation que vivent nos compatriotes. Et c'est ça qui est insupportable au fond dans nos discours. C'est la facilité que vous cherchez en permanence, en allant chercher par démagogie des solutions qui n'en sont pas. Nous accueillons d'ailleurs moins d'étrangers que d'autres pays, y compris des pays qui sont parfois sur le plan économique ou industriel plus performants que le nôtre. Nous avons une démographie positive, mais dans la plupart de nos voisins. Ah bon? Vous devez avoir plein de graphiques dans votre document. Mais oui, exactement. Nous sommes le 6e pays au monde qui accueillons le plus d'étrangers. Si, après les États-Unis, la Russie, c'est-à-dire des très très grands pays en l'occurrence. Mais non, vous avez raison de nous comparer à des grands pays industriels. Mais c'est moins que la Grande-Bretagne, c'est moins que les États-Unis, c'est moins que l'Italie. Non, c'est faux. Bon, non, c'est vrai, malheureusement. Non, mais bon, on ne va pas faire de bataille de chiffres, ça ne m'intéresse pas. Les Français savent pertinemment ce qu'il en est en matière d'immigration. Je veux dire, je n'ai jamais considéré que l'immigration était le sujet unique des problèmes que nous vivons. Je pense qu'il y a aussi le modèle économique auquel vous vous êtes soumis et que vous appliquez aux Français et qui est en train de nous mener directement dans la voie de la Grèce. Mais l'immigration est un problème important. Or, M. Valls, je vous ai entendu parler tout à l'heure d'économie. Vous nous avez dit, dans le ministère, on fait des économies. C'est vrai, vous avez fait des économies. Il y a juste un domaine dans lequel vous n'en faites pas, où il y a une augmentation des dépenses, c'est l'immigration et l'asile. Ça progresse de 80 millions d'euros, soit 16% d'augmentation par rapport à 2012. Voilà la réalité. Vous avez baissé l'ensemble de vos budgets, sauf le budget de l'immigration et de l'asile. Alors, 34 millions au titre de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, au moment où Mme Dufaux pleure parce qu'on ne trouve pas de place. 50 millions d'euros pour le financement de l'allocation temporaire d'attente. Vous savez, les gens, ils arrivent, ils demandent l'asile, et puis il y a un délai de 17 mois pour voir si on les garde ou si on ne les garde pas. Et pendant ce temps-là, ce sont les contribuables français qui logent ces... Ah oui, alors, si vous ne savez pas ça, c'est un peu inquiétant. Qui logent ces demandeurs d'asile. Je veux dire,
Est-ce que ça n'était pas là qu'il fallait faire peut-être des économies au moment où l'on demande des sacrifices très importants aux Français? Est-ce qu'en réalité, la préférence... Réponse de Manuel Valls. Est-ce que la priorité nationale, Monsieur Valls, qui consiste à tenter d'apporter une aide à ces nationaux, peut-être en faisant effectivement un choix et en les considérant comme prioritaires en situation de crise, est-ce que ça n'est pas quelque chose tout de même qui vous interpelle? Réponse de Manuel Valls. Vous avez du retard, Manuel Valls. Allez-y. Le budget de l'intérieur a augmenté de 1,1% par rapport à l'année dernière. Et les priorités, je les ai définies tout à l'heure, c'est la sécurité, à travers la police et la gendarmerie. Des postes supplémentaires et l'arrêt des suppressions de postes. 288, hein, ça ne va pas aller loin quand même. Hein. Vous permettez aux 500 postes de policiers et de gendarmes, Madame Le Pen. C'est votre texte, hein, c'est à Madame vous, Le hein. Pen. Ça vient de chez vous, ça. Madame Le Pen, 500 postes de policiers et de gendarmes, il faut lire toutes les pages. Avec des adjoints de sécurité. L'immense majorité sont des adjoints de sécurité. 500 postes de policiers et de gendarmes tous les ans, si je peux terminer, puisque vous me posez des questions, pour renforcer la sécurité dans nos quartiers, parce que c'est une priorité pour tous ceux qui vivent sur notre territoire. Tous nos concitoyens ont besoin, ont droit à la sécurité là où ils vivent, et c'est évidemment pour nous une priorité. Et avec des moyens supplémentaires, il est vrai, également pour ces policiers et ces gendarmes, même si je reconnais par exemple que la situation d'un certain nombre de commissariats ou de gendarmerie devrait nous amener à faire des efforts supplémentaires. Il faudrait d'ailleurs envisager à Marseille de donner aux effectifs supplémentaires que vous avez mis là-bas quelques voitures, parce que manifestement, ils ne peuvent pas se véhiculer. Oui, mais je crois que je ne suis pas sûr que vous connaissiez très bien le dossier, mais en tout cas, les policiers et les gendarmes ont besoin de moyens, de voitures, de protection, d'essence, parce que très souvent, par le passé, ces policiers et ces gendarmes pouvaient se retrouver en panne d'essence parce qu'on ne leur avait pas donné les moyens. Il y a une question très précise qui concerne l'asile. Aujourd'hui, pour obtenir une réponse positive ou négative, et à 70%, voire plus, c'est la réponse négative qui s'impose, il faut, vous l'avez dit, 16 à 18 mois. Les moyens supplémentaires que nous mettons, en termes de postes notamment pour l'OFPRA, qui gère l'asile dans notre pays, c'est précisément pour accélérer ces processus, puisque le droit d'asile n'est pas un élément de réglementation de l'immigration, c'est un droit reconnu par notre loi, mais c'est surtout un droit international. Et donc les moyens que nous mettons, notamment pour l'asile, c'est pour permettre une accélération de l'étude et donc des décisions concernant ces dossiers et de passer autour de 8 à 9 mois. Et ainsi, des décisions pourront être prises, soit on donne l'asile, soit on reconduit à la frontière. Donc les moyens supplémentaires que nous mettons dans ce domaine-là visent à être tout simplement plus efficaces. Mais tous les autres budgets du ministère... C'est le seul domaine où vous mettez les moyens. Mais pour aller plus vite. Pourquoi ? Parce que sinon, pendant plusieurs mois, des personnes se retrouvent dans une situation de très grande précarité, avec des questions d'hébergement. Mais tout le monde. Mais l'asile, Madame Le Pen, l'asile est un droit. Et notre pays, comme tous les autres, se soumet à ce droit. Et en plus, qui correspond à ce qu'est la tradition française d'accueil de ceux qui fuient la guerre, de ceux qui fuient d'immenses difficultés. C'est un droit dont vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, il fait l'objet d'un très grand nombre d'abus, ce qui explique d'ailleurs l'explosion du droit d'asile. Mais s'il y a des abus, vous venez d'admettre... S'il y a des abus, Madame Le Pen, ils sont sanctionnés. Et pour faire ils seront sanctionnés au bout de 17 mois où nous les aurons logés avec l'argent des contribuables qui, eux, font des efforts. Mais Madame Le Pen, vous êtes très contradictoire. Ah non, pas puisque trop, si nous mettons des moyens précisément, c'est pour réduire ce temps d'étude et donc pour accélérer le processus de décision. Moi, le débat idéologique, l'utilisation de l'immigré ou de l'étranger comme bouc émissaire pour régler les problèmes de ce pays ne m'intéresse pas. Ce que je souhaite en matière d'immigration comme de sécurité, c'est l'efficacité en respectant le droit, en respectant nos valeurs, en respectant la justice et en faisant en sorte que et les étrangers et nos compatriotes comprennent ce qu'est notre politique. Donc, monsieur, vous êtes en train de nous dire que l'immigration va donc continuer, peut-être même s'accélérer après le passage de monsieur Hollande en Algérie. Ça, c'est vous qui êtes en train de dire cela. On sait déjà qu'il va y avoir une augmentation des visas accordés. Non, puisque je me suis moi-même rendu en Algérie. Il me semble que c'est ce que l'ambassadeur de France en Algérie a indiqué. Madame Le Pen, je me suis rendu en Algérie, il n'y a pas eu de discussion sur ces questions-là. Vous n'avez pas parlé des visas ? Et notre politique d'immigration, et notamment en termes de visas, ne changera pas. Ah oui, c'est ça, donc elle restera massive. Vous n'avez pas répondu à la question que je vous posais, mais vous n'avez pas répondu à la question que je vous posais. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en situation de crise, il est parfaitement normal d'accorder plus à ces nationaux qu'à des gens qui arrivent sur le territoire
français. Est-ce que la priorité nationale... Parce que, si vous voulez, moi j'ai souvent entendu, et notamment de la part de votre camp, mais pas seulement, des gens s'entourer de la couverture des bons sentiments et des valeurs pour nous dire que la priorité nationale, c'était un véritable scandale, c'était une violation des droits de l'homme. Vous dites, pardon, la priorité nationale, vous ne dites plus la préférence nationale. C'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est pour que les Français comprennent mieux ce dont il s'agit. La priorité nationale, ça consiste à ce que le logement, les Français aient accès prioritairement au logement social. Si vous faites des statistiques, d'ailleurs, comme vous le désirez, peut-être vous vous apercevrez que ceux qui sont victimes de discrimination ne sont pas ceux que vous pensez. C'est leur donner une priorité d'accès à l'emploi. Alors, Monsieur Valls, moi, je vais vous demander ce que vous pensez d'une déclaration qui, à mon avis, est extrêmement intéressante. Elle porte sur la préférence nationale. Et elle est de René Cassin. René Cassin, c'est le père des droits de l'homme. C'est le rédacteur, en 1948, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était le président de la Cour européenne des droits de l'homme. Et il disait, en parlant de la préférence nationale, « Une société démocratique peut instaurer des limitations des droits fondamentaux dictées par de justes exigences de l'ordre public et du bien-être, plus rigoureuses pour les étrangers que pour les nationaux. On ne saurait donc considérer que le progrès vers l'universalité dont témoigne la déclaration conduise à l'uniformité du régime de l'étranger et du national. » Voilà ce que pensait le père des droits de l'homme de la possibilité de mettre en œuvre la préférence nationale. Est-ce que peut-être avez-vous du coup changé d'avis sur ce sujet? Non, je pense sans doute à René Cassin, qui de là où il est... et les valeurs qu'il portait et l'engagement qui a été le sien pendant toute sa vie. C'est un discours de 1951. Doit considérer que vous tordez ces mots pour les mettre au service... Oh, il parlait bien le français, Monsieur Valls. Vous savez, il savait exprimer sa pensée tout de même. De les mettre au service de votre projet qui n'a rien à voir avec l'idéal qui a été celui de René Cassin tout au long de sa vie. Mais ça n'est pas le problème. Sur le fond, notre pays a accueilli depuis des décennies cette immigration. Mais cette immigration qui a apporté beaucoup à notre pays, sur le plan économique, sur le plan démographique, sur le plan culturel, elle doit être maîtrisée, elle doit être organisée. Et c'est le sens de la loi. Et d'une certaine manière, ça fait écho aux propos de René Cassin. Et cette loi, et ces règles, et ces principes, ils s'appliquent évidemment à ceux qui veulent venir vivre en France. Moi, sur ces sujets comme sur d'autres, je pense que la société elle doit s'organiser autour des droits comme des devoirs, des règles de la loi. Et donc, c'est tout simplement avec ces règles, avec ces principes, avec cette loi que nous devons organiser une immigration et qui, notamment sur le plan économique, et plus particulièrement en temps de crise, évidemment, n'est pas la même que celle au moment de l'expansion des 30 Glorieuses. Mais s'il faut réduire cette immigration économique, elle sera réduite. Mais il faut la réduire tout de suite, c'est maintenant la crise. Elle sera réduite, cette immigration économique. Comment, Monsieur Valls ? Mais elle l'est de fait déjà par la crise économique, puisque sur l'immigration que nous accueillons, il y a les étudiants. Et ça fait partie du rayonnement de la France. Il y a le regroupement familial qui obéit là, encore une fois, à des règles françaises, européennes, internationales. Et puis, il y a une immigration économique dont nous allons discuter au Parlement, mais qui aujourd'hui représente moins de 30 000 personnes. Oui, mais les chiffres sont les mêmes que ceux de votre prédécesseur. Attendez, pardon, pour que les choses soient claires, Manuel Valls, pardon, Marine Le Pen, vous pensez qu'elle doit diminuer l'immigration économique ? François Hollande l'avait dit aussi clairement, dans une période de crise économique, cette immigration, de fait, par la demande même de nos entreprises, est moins importante sur le plan économique. Elle est aujourd'hui autour de 30 000. Elle peut être demain moins importante. Et puis si demain il y a de nouveau de la croissance, elle peut être plus importante. C'est ce que nous avons connu dans les temps de construction. Les régularisations de clandestins que vous avez mis en œuvre, que vous voulez mettre en œuvre, ça n'a rien à voir. Ce sont les exigences du MEDEF. Non, je vous parle. Le MEDEF vient vous dire, nous parlons je vous demande de régulariser 30 000 clandestins. Vous mélangez les sujets comme d'habitude. C'est vous qui les mélangez. Manuel Valls. Nous parlons de l'immigration régulière. Et la question de l'immigration clandestine ou irrégulière ou des sans-papiers est d'une autre nature. C'est 200 000 par an. De quelle immigration parlez-vous, Madame Le Pen ? Les titres de séjour, c'est 200 000 par an. Oui, au moins, parce qu'il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Les régularisations de clandestins, 30 000 par an, avez-vous dit ? C'est la réclamation du grand patronat, et vous le savez. Mais non, c'est l'application, Madame Le Pen, c'est l'application de règles
Je viens de publier une circulaire qui sont exigeantes et qui permettent à un certain nombre de personnes qui sont là déjà depuis quelques années, installées avec leur famille, qui travaillent, de pouvoir être, oui, dans une situation de stabilité Monsieur, et régulière dans notre pays. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Ça ne m'a pas échappé. Ah, et pourtant, vous ne seriez ignoré bien sûr que ces gens sont en situation illégale. Ils ont violé la loi. Ils sont entrés, ils se sont maintenus sur le territoire en violant la loi de la République que vous êtes censé faire appliquer. Par conséquent, vous comprenez bien qu'en les régularisant, vous lancez un signal absolument incroyable à ceux qui demain vont venir tenter leur chance en disant peut-être que M. Valls va me régulariser moi aussi. Je vais donc tenter de venir de manière illégale en France. Et c'est cet appel d'immigration qui chaque année remplace en réalité des clandestins régularisés par de nouveaux clandestins qui arrivent. Nos compatriotes, comme les immigrés, notamment ceux qui se trouvent en situation irrégulière, comme ceux qui fuient des situations effrayantes dans le monde, sur le plan économique, de la guerre, de la santé, savent que nous avons aujourd'hui des règles. Que vous avez votées, c'est ça ? Et ces règles, ne mélangez pas tout. Non, mais c'est juste une question. Vous l'avez voté, la guerre en Libye, me semble. En Libye, mais ça, ah oui, d'accord. Peut-être qu'avez-vous des liens. Peut-être qu'avez-vous des liens très privilégiés avec M. Saddam Hussein il y a quelques années ou avec M. Kadhafi, donc ne mélangez pas tout. Mais si vous soutenez ces régimes. L'ancien président tunisien et égyptien était plutôt de l'international socialiste. C'est pour ça que vous êtes en train de tout mélanger comme d'habitude. On va rester sur les règles de régularisation avant d'aborder un autre thème, si vous le voulez. Ce n'est pas le sujet. Nous parlons de gens qui fuient la guerre, qui fuient la faim, et qui viennent là où il y a effectivement davantage de richesses. Quel est donc le rôle d'un État ? C'est d'organiser son immigration. L'immigration légale, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, et pour ce qui concerne l'immigration illégale, d'avoir des règles très claires. Ceux qui peuvent avoir accès à un titre de séjour et ceux qui doivent être reconduits à la frontière. Et c'est ce choix que nous avons fait avec des règles qui sont compréhensibles, exigeantes et qui allient à la fois le droit des personnes mais la nécessité aussi de respecter la loi sur notre pays. Moi, je ne veux pas faire, contrairement à vous, de l'immigration, le sujet qui oppose les Français entre eux, qui oppose les Français avec les citoyens d'origine étrangère, qui oppose les Français avec des étrangers qui vivent régulièrement. Car vous cherchez à faire croire à nos compatriotes que ce sont les étrangers, que ce sont les immigrés qui sont la cause des problèmes de notre pays. Les solutions que vous proposez en matière d'immigration sont démagogiques. Les propositions que vous proposez en matière d'économique, la sortie de l'euro, sont irréalistes. Et en permanence, mais vous avez évidemment le monopole de la parole, puisque vous n'avez pas vocation, mais la Grèce, elle va être sauvée grâce. Mais bien Madame sûr. Le Pen. D'ailleurs, elle va de mieux en mieux. Non, elle va très mal. Et de plus en plus mal. Elle va très mal. Et le peuple grec souffre d'une crise terrible. Mais il n'y avait pas d'autre solution que de sauver la Grèce. Il n'y avait pas d'autre solution. Et les solutions que vous proposez, elles sont irréalistes. Mais de toute façon, comme vous n'avez pas le souhait d'exercer les responsabilités et que vous êtes là uniquement pour faire prospérer un discours sur les difficultés de nos compatriotes, Monsieur, vous n'êtes pas face au réel. Monsieur, et vos propositions ne correspondent pas à ce qu'il faut pour le pays. Je suis frappé par votre discours parce que vous semblez avoir le cœur ouvert, être extrêmement compréhensif et même touché par la pauvreté du monde. Si vous pouviez avoir la même expression de cœur à l'égard de nos pauvres. Voyez-vous, parce Madame Le Pen, les pauvres, on n'en manque pas en France. Marine Le Pen vous répond. On n'en manque pas, les chômeurs, on n'en manque vous répond, attendez, vous allez pas parler en même temps. Par conséquent, moi, il y a tout de même quelque chose que je trouve toujours assez extraordinaire, c'est que ces sortes d'élans du cœur qui vont toujours vers l'extérieur des frontières, alors qu'il y a tant de gens qui aimeraient bénéficier de vos élans du corps à l'intérieur. Alors, vous me parliez tout à l'heure de mes propositions en matière d'immigration. Un point là-dessus. Il vous répond, Manuel Valls, là-dessus. J'ai été l'élu pendant 11 ans, maire d'Évry, une ville populaire. Là où vous trouvez qu'il n'y a pas assez de Une ville populaire, une ville pauvre. Une ville avec beaucoup de jeunes en détresse. Et toute l'action de ce gouvernement, la mienne comme celle de tous mes collègues ministres, c'est précisément de s'attaquer à cette très grande pauvreté qui frappe notre pays. Et qui frappe notamment les jeunes. À coup de TVA ? Ce sont ça les priorités. À coup d'austérité ? Non.
la priorité à l'école. À coup de gel du barème de l'impôt sur le revenu. Madame Le Pen, la priorité à l'emploi. À coup de bonus-malus pour les voitures familiales. Madame Le Pen, la priorité à l'emploi, aux emplois d'avenir, aux contrats de génération, le soutien à nos entreprises. À coup de taxes. Non, parce qu'il faut créer, Madame Le Pen, de la richesse pour nos entreprises. Ah, on crée de la richesse en créant de l'impôt. Parce que sans ces entreprises, mais il faut les services publics aussi, Madame Le Pen. Vous-même, vous dites qu'il faut sans doute une justice qui fonctionne, une sécurité avec ses policiers et ses gendarmes qui soit efficace. Il faut des moyens. C'est ce que nous faisons, Madame Le Pen. C'est ce que nous faisons. Et vos solutions nous amèneraient de toute façon dans le mur, parce qu'elles ne sont pas efficaces, ni pour les villes, ni pour nos départements, ni pour nos régions, ni pour l'État. Marine Le Pen. Encore une fois, vous avez vos priorités, elles sont là, hein, présentation du projet de finances. Moi, ce que je vous reproche, c'est que les priorités, encore une fois, visent exclusivement à, notamment en matière immobilière, les comptoirs d'accueil, etc., etc. Bon. Je comprends pas. La politique... écoutez, je lis juste, je vous dis que vos priorités, vous savez ce que c'est, Madame la Le loi Pen, de finances. La priorité de ce ministère, ce sont les priorités financières. La priorité de ce ministère, c'est la sécurité. Et c'est la création de postes de policiers et de gendarmes. Non, 3000 devaient être supprimés. Il faut être précis. Oui, vous en avez créé 500. Non, vous avez des formules. J'ai pas des formules, j'ai des chiffres. Vous avez des calembours, c'est une affaire de famille, votre père, vous, donc ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la réalité. J'ai pas vu le calembour, moi, mais bon... Vous avez souvent des formules. La réalité de ce budget, c'est la priorité à la sécurité. Nous n'avons pas supprimé les 3000 postes de policiers et de gendarmes qui étaient supprimés dans la loi de finances préparée par le gouvernement précédent, et nous créerons tout au long de ce quinquennat 500 postes tous les ans supplémentaires de policiers et de gendarmes pour les zones de sécurité prioritaires, là où nous avons besoin de lutter contre la délinquance et là où vivent nos compatriotes, nos concitoyens les plus en difficulté, les plus fragiles et les plus modestes. Donc, il ne suffit pas de proclamer son amour à la patrie et pour nos compatriotes, il faut agir. Et la différence entre vous et moi, c'est que vous parlez et nous agissons. Vous êtes dans l'accusation en permanence, la recherche de boucs émissaires, de responsabilité vis-à-vis des étrangers, et nous agissons pour la sécurité, pour l'intégration, pour l'avenir de notre pays. C'est ça la différence entre vous et moi. Position. Monsieur Valls, moi je vous dis que continuer une immigration dans les conditions économiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est abandonner les salariés. Là-dessus, on a compris vos divergences. Attendez, permettez-moi. Et ça fait longtemps, et vous le savez pertinemment, c'est essayer d'obtenir une déflation salariale, c'est-à-dire peser à la baisse sur les salaires grâce à un surcroît d'immigration qui arrive sur un marché du travail qui est extrêmement défaillant parce que le chômage ne cesse d'augmenter. Vous avez fait le choix, et vous en avez parlé tout à l'heure, de l'austérité, c'est-à-dire d'appliquer à la France les remèdes qui sont appliqués à la Grèce depuis déjà un certain nombre de mois. Et vous êtes tellement aveuglés par votre idéologie que les résultats de la Grèce ont beau être de plus en plus mauvais. La situation a beau être dramatique. Il y a beau y avoir une explosion du chômage. Je crois qu'il y a 50% de chômage chez les jeunes en Grèce. Une baisse des retraites, une baisse des indemnités chômage. Et vous, socialistes, vous continuez à défendre ces remèdes. Vous continuez à défendre ce qui est en train d'égorger purement et simplement le peuple grec. Et non seulement ça ne vous tire pas une larme, la situation des Grecs, ou alors des larmes de crocodile, mais vous comptez appliquer... Vous voyez la formule et le calembour, vous y revenez en permanence. Vous comptez appliquer, Monsieur Valls, à notre pays les mêmes remèdes d'austérité, alors que chacun admet aujourd'hui que ces remèdes vont entraîner une contraction de l'économie et donc une aggravation des déficits, une aggravation de la dette et donc des plans d'austérité à répétition jusqu'à ce que nous atteignions la situation de la Grèce qui ne sera pas sauvée, contre les déficits. Et la situation de la Grèce ne peut pas être comparée à celle de la France quand on regarde sérieusement les choses. C'est une question d'étage. En termes d'économie. Si nous ne luttons pas contre ces déficits qui ont plombé la situation d'un certain nombre d'États, nous ne sortirons pas ces pays et ces peuples de la difficulté dans laquelle ils sont. Et il fallait sauver la Grèce, soutenir son économie, soutenir ses services publics dans une situation extrêmement difficile parce qu'il fallait évidemment faire en sorte qu'on préserve la zone euro, qui reste aujourd'hui une zone compétitive sur le plan international. Sauver l'euro. La religion de l'euro, tout pour sauver l'euro. Vous avez une autre religion qui est celle de l'anti-euro, qui est celle de l'anti-Europe. Pour sauver l'euro, qui d'ailleurs n'est pas sauvable, mais ça on s'en apercevra trop tard. Entre-temps, on nous aura forcé à abandonner notre créance sur la Grèce, puisque vous le savez, toutes les aides qu'obtient la Grèce, que nous versons d'ailleurs ou que nous cautionnons,
Ça n'aide pas le peuple grec, la preuve, il va de plus en plus mal. Ça aide en réalité les banques grecques. Tous les grands pays industriels tous les grands pays industriels sont face à la fois à la crise de la dette, c'est le cas aussi des États-Unis d'Amérique. Faites des économies, M. Valls. Les bonnes économies. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. d'État. C'est ce que nous sommes en train de faire. 100 millions, je crois. Et voyez, votre idéologie, Madame Le Pen, voilà. et votre obsession vous ramènent tout le temps à la seule question de l'immigration et de l'étranger. l'étranger. J'ai les 7 milliards versés à l'Union européenne chaque année vous ramènent en aussi. permanence au même sujet. Faire croire qu'on règle le problème de notre économie, de notre industrie, de notre commerce extérieur, de notre école, uniquement à travers la problématique des immigrés. Mais non, Madame Le Pen, Valls, il y a des solutions qui permettent à la fois de redresser notre pays et ses finances et son économie, et à la fois de garder nos valeurs. Mais ces et c'est solutions, cette capacité à faire les deux. Elles ne marchent pas, ces solutions. Elles marcheront parce que c'est cette voie-là qui a été choisie. Non, parce que je crois que c'est une idéologie et que ça ne peut que fonctionner. Madame Le Pen, en matière d'idéologie, vous êtes très loin. Pourquoi, Monsieur Valls, je veux entre autres que les pays européens retournent et retrouvent leur monnaie nationale? Vous savez pourquoi le fonds? Parce que je ne veux plus qu'on paye 50 milliards d'euros d'intérêts au marché financier chaque année. 50 milliards d'euros d'intérêts au marché financier chaque année. Le retour à la monnaie. Vous voulez qu'on continue à payer ça? Moi, je ne le veux plus. Le retour à la monnaie nationale, la sortie de l'euro, plongerait et notre pays et l'Europe dans une situation. Mais plus personne ne dans une situation économique et financière désastreuse et frapperait d'ailleurs ces peuples dont vous voulez parler. Là aussi, je crois qu'on a compris vos divergences. Pardonnez-moi. Là aussi, je crois qu'on a compris vos divergences. Marine Le Pen, il reste 15 secondes. On arrive au terme de ce débat. Vous vouliez un dernier thème, peut-être. Non, mais c'est très important, je veux dire, parce que c'est un modèle. C'est vraiment, nous représentons et l'un et l'autre deux modèles économiques radicalement différents. Moi, je défends un modèle économique national, patriote, protectionniste, dans lequel nous avons la liberté, la maîtrise de notre monnaie. Vous vous êtes soumis, comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs, avec M. Hollande, à un modèle qui est un modèle ultralibéral, de libre-échange, de mise en concurrence déloyale de nos entreprises et de nos ouvriers avec des pays qui font à notre égard un dumping social, un dumping environnemental, un dumping monétaire. Vous avez sacralisé la loi de la jungle. Là-dessus aussi, je crois qu'on a compris. Bien sûr, vous pouvez pleurer Marine sur Le les Pen. victimes de cette mondialisation débridée que vous soutenez, M. Valls. Mais à un moment donné, vous comprenez bien que votre discours sera totalement décrédibilisé parce que, encore une fois, vous n'avez fait depuis 7 mois que soutenir cette politique. C'est votre discours. Et vous continuerez à le faire. Regardez Mittal. Votre réponse est votre discours. Regardez Mittal. Madame Le Pen, c'est votre discours et vos propositions qui ne sont pas crédibles. Et moi, comme membre du gouvernement... Dites ça, M. Montebourg, parce que sur la nationalisation, il est d'accord avec moi. Moi, comme membre du gouvernement, je sais que nous sommes sur la voie du redressement. Encore une fois, de son économie, de son industrie et de ses finances publiques. Ça où, et il faut du temps. Je le vois parce que ce sont des faits. Parce qu'encore une fois, vous êtes dans l'incantation et nous sommes dans l'action. Une amélioration économique dans notre pays. Il faut du temps. Il faut du temps pour reconstruire une économie. Il faut du temps pour. Il faut du temps. Un quinquennat, madame. Un quinquennat pour redresser, pour redresser l'économie. Un quinquennat avec 60 000 chômeurs par mois de plus. Mais Madame Le Pen, les 60 milliards d'économies qu'il faut trouver, Madame Le Pen, les 60 milliards d'économies qu'il faut aujourd'hui, il a du temps de parole en retard. 60 milliards d'économies qu'il faut aujourd'hui trouver et que nous allons mettre en œuvre sur les 5 ans. Vous voulez les mettre en une seule année ? Vous voulez mettre ce pays à genoux, faire en sorte que les fonctionnaires, les salariés, les ouvriers de ce pays soient les victimes d'une politique qui n'est pas réaliste et qui ne pourra jamais se mettre en place au niveau de notre pays ou au niveau européen. Là aussi, je crois qu'on a compris vos divergences. Marine Le Pen, s'il vous plaît. Marine Le Pen. Parce que ce ne sera jamais suffisant, c'est comme en Grèce. On fera un premier plan d'austérité, puis un deuxième plan d'austérité, puis un troisième plan d'austérité. Vous voulez faire des économies ? Le débat est terminé. Vous voulez faire des économies ? S'il vous plaît. Écoutez, les plans de renflouement on va pas repartir pour multiplient. On a compris là-dessus. Pour la Grèce, pour le Portugal, pour l'Irlande, pour Chypre. Voilà une bonne source d'économie, monsieur Valls. Et je vous écoute avec beaucoup d'attention, Madame Le Pen. S'il vous plaît. Vous êtes en dehors du monde. Vous êtes en dehors de la réalité. Et vous pensez que les solutions, elles ne sont que dans notre pays, avec des frontières fermées. Les solutions sont ailleurs. C'est ça qui marche. Non, les solutions, elles sont d'abord dans notre pays, dans les ressources de notre pays. Parce que moi, ce pays, je l'aime. Je pense qu'il a les ressources pour faire face à la crise économique et qu'il a les ressorts. Mais ces ressources, elles doivent se faire à la fois en regardant la réalité du monde,
en épousant nos valeurs et en mobilisant l'ensemble de la société. Oui, ça, non pas en la divisant, non pas en la fragmentant. Merci à vous deux, Madame Le Pen, en termes de mots, merci, le gong a sonné, Marine Le Pen, Manuel Valls, merci à vous deux. Alors, je vais le conclure moi-même, vous allez continuer à parler, puis on va couper les micros. Est-ce qu'il y avait un dernier point précis que vous vouliez aborder? Je crois que vous vouliez parler d'une question politique aussi. Est-ce que vous le souhaitez? Écoutez, on n'a pas parlé de la laïcité, et c'est bien regrettable. Une question précise, s'il vous plaît, parce qu'on a dépassé le temps. Car, en l'occurrence, elle va bien mal. Monsieur Valls, il existe une montée du communautarisme dont vous avez parlé tout à l'heure. Les revendications communautaristes, non seulement ne cessent pas, et vous n'avez rien fait pour les faire cesser, mais elles ne cessent de s'aggraver dans des proportions qui aujourd'hui choquent considérablement nos compatriotes. Je ne veux pas faire dans l'anecdote ou dans le fait divers, et pourtant, ces problématiques sont parfois une succession de faits divers. Mais vous avez vu la polémique qu'a créée l'interdiction du Père Noël dans une maternelle. Vous avez vu ces 8500 desserts jetés à la poubelle au moment où des Français meurent de faim parce qu'il y avait de la gélatine de porc dedans et que c'était insupportable à quelques familles. C'était au Havre et ces desserts devaient aller dans des écoles primaires et des écoles maternelles. Quand allez-vous précisément mettre en place des lois, mettre en place, peut-être même dans la Constitution, l'inscription du refus de tout communautarisme pour arrêter ces revendications incessantes qui s'effectuent non seulement dans l'espace public, Monsieur Valls, mais également, et on en parle beaucoup moins, dans l'espace privé, dans les entreprises qui ne savent même plus quelle réponse apporter tant ces revendications sont multiples. Allez-vous, oui ou non, inscrire ou demander d'inscrire dans la Constitution la République ne reconnaît aucune communauté et appliquer strictement la loi de 1905, que vous voulez, je crois d'ailleurs, modifier, tellement elle est violée, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors Manuel Valls, et puis on s'arrêtera. C'est une précision. Hein. La laïcité, c'est ce que nous avons de plus cher. C'est ce qui permet à ce pays d'être à la fois ouvert, généreux et exigeant. Et donc cette laïcité, elle doit s'appliquer partout. Moi, j'ai voté, comme tous les parlementaires qui sont là, la loi de 2004, interdisant tous les signes religieux à l'école. Le Front National était contre. Moi, j'ai voté la loi interdisant... Non, c'est vous avez la même argumentation que M. Copé, décidément. Moi, j'ai voté la loi... De M. Hollande moi, j'ai voté... et l'argumentation de M. Copé. Vous voyez comme vous êtes dans le calembour. Non, mais c'est vrai. Mais vous voyez comme vous êtes dans le calembour et l'anecdote. Je suis face à vous, face à l'UMP, j'ai les mêmes arguments. Mais moi, je suis face à vous ou à votre père comme j'ai. C'est exactement, mais vous le reconnaîtrez aisément, la même chose. C'est-à-dire l'outrance. Je suis sûr que vous aviez un pari. Il fallait que vous placiez Jean-Marie Le Pen. Mais j'ai l'impression que vous vouliez placer M. Copé. Et vous avez l'outrance. Vous avez l'outrance. Mais quelle outrance dans les propos que je viens de... Vous avez que la formule. Manuel Valls vous répond. Manuel Valls vous répond, s'il vous plaît. On parle pas en même temps. C'est au cœur même de ce que nous sommes. Et donc, il faut lutter contre tous les communautarismes, contre tout ce qui divise la société. Et la laïcité, au fond, vous savez, c'est la meilleure réponse qu'on peut porter ou qu'on peut apporter à votre discours, qui est celui de la division, de la régression, d'un pays rabougri, qui ne regarde pas l'avenir avec optimisme et qui ne mobilise. La laïcité, c'est la meilleure arme contre les communautarismes, mais aussi contre le Front National. Alors pourquoi vous ne la faites pas appliquer, M. Valls ? Elle s'applique partout, Madame Le Pen. Elle s'applique partout. Français et quand il y a des entraves, mais je l'espère Valls. bien qu'ils m'entendent, et elle va s'appliquer partout, avec les règles. Elle s'applique partout, non, Madame Le Monsieur Pen. Valls, elle ne s'applique pas partout. À chaque fois qu'il y aura ou qu'il y a une mise en cause de cette laïcité, elle doit s'appliquer avec la plus extrême vigueur et rigueur. Oui, mais tout ça, ce sont des déclarations d'intention. Mais Madame Le Pen, vous ne faites vous que des déclarations d'intention. On a entendu 100 fois. Vous avez vous-même dans votre livre dit qu'il y avait des violations quotidienne de la laïcité, que toutes les municipalités contournaient les lois sur la laïcité et finançaient des lieux de culte. Vous-même, vous êtes ministre de l'Intérieur, je crois que vous êtes au conseil d'administration de la Fondation des œuvres de l'islam de France. C'est d'ailleurs très critiquable sur le plan de la laïcité, car enfin, être au conseil d'administration, c'est en quelque sorte reconnaître la religion, alors que normalement, la loi de 1905 interdit de reconnaître quelque religion que ce soit. Mais alors c'est vrai pour toutes les religions, nous sommes bien d'accord. Bien sûr, vous êtes pourtant à ce conseil d'administration. Non, le ministère de l'Intérieur y est
pour des raisons historiques. Mais enfin, c'est pas le sujet. C'est une fondation c'est pas qui, vous, par ailleurs, le ministère aujourd'hui, de ne fonctionne- l'Intérieur Oui, bien sûr. Mais ça n'est pas moi qui y suis. Donc en vous tant que violez, tel. vous directement déjà, Mais que par voulez-vous votre dire par là? présence, la loi Qu'est-ce que vous êtes en train de 1905? dire, Bon. Madame Le Pen? Que Alors, l'autre moi, ce qui m'a sujet beaucoup important de la choqué- société française qui pose tous les Non, mais problèmes, monsieur c'est Valls, celui de l'islam. Ce qui m'a beaucoup choqué. Non, mais dites-le de manière peut-être un peu plus Non, mais monsieur, précise. ce qui m'a beaucoup choqué, monsieur Valls, c'est que plutôt que de vouloir faire appliquer la laïcité dans votre livre, vous dites ah ben voilà, elle est violée tout le temps. Alors à ce moment-là, il faut la changer, il faut l'assouplir. Comme ça, on va légaliser les violations de la loi de 1905. Vous avez une drôle de lecture de ce que j'ai pu écrire par le passé, surtout vis-à-vis de quelqu'un qui, comme parlementaire, a voté des lois importantes en matière de laïcité. Et ça n'est pas le sujet. Comme ministre de l'Intérieur, je dois faire appliquer la loi partout, vis-à-vis de tous ceux qui violent la laïcité, qui violent les principes républicains, qui tiennent un discours de haine à l'égard de l'autre. Et j'appliquerai cette loi à l'égard de tous ceux qui violent la loi et qui tiennent un discours de haine contraire aux valeurs de la République et de la France. Merci Marine Le Pen d'être venue débattre ce soir avec Manuel Valls. On se dirige maintenant vers le terme de cette émission avec la conclusion en forme de droit de suite, ce qui a attiré leur attention, les réponses ou les non-réponses qui les ont questionnés. Hélène Jouan et François-Olivier Gisbert nous rejoignent.